qui est ressorti aussi du débat, c'est quelque chose de très intéressant. C'était dans la tonalité du personnage, la tonalité fasciste était de retour. Il y avait quelque chose de fascisant dans sa manière d'invectiver, dans sa manière de ricaner, dans sa manière d'attaquer ad hominem. Il y avait une sorte de dibouc très fascisant qui l'habitait hier soir et qui revenait. Et on ne voyait que ça. On voyait ceux qui disaient en gros que le Front National n'a pas changé, que Marine et Jean-Marie, c'est la même chose. Ben, hier soir, il s'apercevait qu'ils avaient raison. En effet, c'est son père qui parlait à travers elle. Elle avait la même haine froide et grinçante que pouvait avoir son père autrefois. Philippe Méchet ? Oui, juste d'ailleurs, moi j'ai deux questions là-dessus. D'abord, est-ce qu'il faut débattre avec le Front National ? Longtemps, la question s'est posée. Jacques Chirac l'avait refusé en 2002. Donc, est-ce qu'il fallait débattre ? Puisque finalement, alors certes, derrière effectivement le fait, ce que vous avez souligné, qu'on a des images beaucoup plus calées, c'est-à-dire d'un qui maîtrise ses dossiers, qui a la stature, et de l'autre qui est très agressive. Au-delà de ça, est-ce que finalement ça apporte quelque chose ? Et puis la deuxième question, un peu encore relaire à ça et qui explique aussi sa montée. On parle d'une dédiabolisation du Front National qui fait qu'elle est arrivée à un score tout à fait important, 21, qu'on lui prête presque 40% des voix au second tour. Est-ce qu'il y a une dédiabolisation du Front National ou une radicalisation de l'électorat au cours des 10 dernières années ? Moi, je crois que depuis hier soir, il y a une rediabolisation du Front National, mais que elle l'a fait tout seul. Elle en est l'auteur. Elle s'est rediabolisée. C'est plus la peine de faire le boulot. Là, demain soir, il faut quand même le dire, nous avons un événement important, je crois, à la Maison de la Chimie, et dont l'un des enjeux devait être de montrer ce vrai visage de Marine Le Pen. Mais le vrai visage, elle l'a montré elle-même. Hier soir, le masque a craqué. Et le vrai visage diabolique, oui, de ce personnage est apparu. Après, est-ce qu'il faut débattre ? Ça dépend comment. Quand c'est comme ça, comme a fait Emmanuel Macron hier, oui. Quand c'est un débat qui sert de révélateur, oui. Quand c'est une opération vérité, oui. Hier soir, c'était une opération vérité. Et de ce point de vue-là, c'était bon. Si ça avait été en revanche un débat à fleurs et mouchetés, à armes égales, avec les arguments de l'un et les arguments de l'autre, et 5 minutes pour la démocratie et 5 minutes pour les factieux, non, il fallait pas le faire. Mais c'est pas ça. Hier, il y a eu une espèce d'explosion en vol de Marine Le Pen, encore une fois, montrant ce fond fascisant qui est en elle, et puis une souveraineté d'Emmanuel Macron. Il y avait d'un côté un président, lui, futur président, puis de l'autre côté quelqu'un qui n'est pas taillé pour le rôle et qui mettrait le feu à la République si d'aventure elle y avait accédé. D'ailleurs, vous dites 40%, moi je prends un pari aujourd'hui. Elle avait peut-être 40% jusqu'à hier soir. Oui. Elle les a plus maintenant. Elle les fera pas dimanche soir. Et l'objectif, d'ailleurs, c'est qu'elle fasse le moins possible. L'objectif de la Maison de la Chimie demain soir, cet événement non-stop de 17h à 24h, à la fin de la campagne, c'est celui-là. C'est la réduire. Il faut l'écraser maintenant. Il faut qu'elle fasse le score le plus bas possible. Il faut éviter qu'elle ne devienne la force, le référent de l'opposition, la principale force d'opposition. Après, qu'elle soit battue, il me semble que c'est acquis. Mais il faut qu'elle soit battue à plat de couture. Il ne faut pas qu'elle soit la principale force d'opposition. Il ne faut pas que... Il faut que la droite républicaine maintenant et la gauche républicaine se redressent et soient les interlocuteurs du futur président. C'est ça qui est compliqué à comprendre. D'ailleurs, on n'arrive pas à comprendre pourquoi un certain nombre d'électeurs, je pense chez ceux de Jean-Luc Mélenchon comme certains de chez François Fillon et d'autres, n'ont pas compris que plus elle serait basse, plus il pourrait exister comme opposant à Emmanuel Macron président, alors que si elle est haute, nécessairement ce sera elle la chef de l'opposition. Bien sûr, et on se retrouverait dans une situation... autrefois, les gaullistes disaient entre les communistes et nous, il n'y a personne. Voilà, le scénario de cauchemar, ce serait ça. Si entre Macron, dans le cas où il est élu, et elle, il n'y avait personne, ça, ce serait une situation de cauchemar et ce serait une honte pour la France. Et c'est ce que les électeurs de droite et de gauche doivent savoir, c'est ce qu'ils doivent à tout prix conjurer, c'est ce que savent les responsables. Vous savez,
demain soir viennent à la Maison de la Chimie, à la fois Manuel Valls et Jean-Pierre Raffarin, à la fois Christian Estrosi et Fabienne Keller, sénateur maire, je crois, de Strasbourg, des responsables importants de la gauche, importants de la droite. Qu'est-ce qui les rassemble ? Ce qui les rassemble, c'est l'idée non seulement du Front républicain, mais de l'espace démocratique. Il y a les deux. Ce qu'on sauve en ce moment et ce qu'on va essayer de contribuer à sauver demain soir, c'est le Front républicain, mais l'espace démocratique pour demain. C'est un espace démocratique où des partis normaux, ou des partis qui ont le sens de la République, qui ont le sens de sa devise, débattront et s'opposeront. Mais pas cette femme, cette poissarde qu'on a vu s'exciter à la télévision hier soir. Alors, le troisième candidat de ce débat, Bernard-Henri Lévy, c'est l'abstention. Une abstention forte au premier tour, et puis un certain nombre d'hommes et de femmes politiques. Alors, on peut comprendre quand il s'agit de Mélenchon qui dit « moi je vais voter Macron, mais je veux pas donner de consigne de vote, chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas à donner », des intellectuels, Olivier Todd. Comment est-ce que vous expliquez d'abord cette espèce de « j'y vais, mais je veux pas vous dire d'y aller » ? Moi, je comprends pas ça, honnêtement. J'entendais l'autre jour le directeur de l'opinion, je crois, Nicolas Bétou, qui disait, attendez, un leader politique, un chef de parti, c'est quelqu'un qui, et il avait raison, c'est quelqu'un qui, même s'il ne donne pas une consigne, donne au moins une indication. Ou alors, qu'est-ce qu'il fait à la tête de son mouvement ? L'attitude de Mélenchon est indigne. Cette façon de ne pas pouvoir prononcer le nom de Macron, cette façon de... oui, comme si ce nom était imprononçable. Il y a quelque chose qui est très, très étrange et assez indigne et incompréhensible. Bien sûr que ne pas voter Le Pen, ça veut dire voter Macron. Mais il faut le dire clairement, il faut donner... Si c'est pas une consigne, au moins une indication. Voilà. L'abstention vous fait peur pour ce second tour ? Oui, parce que l'abstention, il faut bien que vos auditeurs sachent que les seuls à ne pas s'abstenir, ça sera les électeurs de Marine Le Pen. Ceux-là, ils vont pas s'abstenir parce qu'ils sont fanatiques, parce qu'ils ont d'ailleurs plus que jamais, voyant leur championne dans les cordes comme elle était hier soir, ils auront la tentation, j'imagine, d'être tous là au rendez-vous. Donc, si les démocrates, si nous, on s'abstient, ça va mécaniquement faire monter Marine Le Pen. Et ça va la rapprocher de ces scores dangereux de 35-40%, peut-être davantage, qui ferait d'elle l'arbitre de l'opposition et sa principale force. Donc il ne faut pas s'abstenir. S'abstenir aujourd'hui, c'est faire monter Le Pen. Et faire monter Le Pen, ça veut dire se préparer à un espace démocratique dévasté, où il n'y aura, encore une fois, plus que le président de la République d'un côté et puis un Front National de l'autre. Donc il faut tout faire pour la réduire, donc il ne faut pas s'abstenir. Et c'est vrai que la position de Mélenchon, elle est inconcevable. Elle ne peut pas ne pas rappeler certains de comportements de certains trotskistes d'autrefois qui disaient Hitler et De Gaulle c'est la même chose, ou Hitler et Churchill c'est pareil, on refuse de choisir. Il y a quelque chose de ça chez une partie des leaders insoumis et chez le principal d'entre eux, chez le petit chef Mélenchon. Il y a quelque chose de cette tradition. Oubliez pas, en 40, en 42, en 44, certains trotskistes disaient entre la City de Londres et les banquiers de Londres, et puis les nazis, on refuse de choisir parce que nous, on est du côté des travailleurs. Ben, cette position-là, elle fait le jeu de l'hitlérisme. Donc c'est inqualifiable, cette position. Et quand c'est des intellectuels qui prennent ce type de posture, donc des gens intelligents, des gens qui réfléchissent, des gens qui ont pensé la chose, qui ne le disent pas par hasard, ni forcément pour des affaires politiques. Alors, quoi en dire ? Ça dépend lesquels. Certains d'entre eux, c'est irresponsable. Emmanuel Todd, d'ailleurs, c'est ce que Schneiderman, je crois, lui a dit dans cette émission. Il lui a dit, vous êtes, je ne sais plus quelle était la phrase, mais il a parlé de la part d'enfance d'Emmanuel Todd. Bon, très bien. Sauf que la part d'enfance, quand on est dans cette situation dramatique avec un Front National aux portes du pouvoir, il faudrait la garder pour soi et ne pas en faire le moteur d'un risque politique. C'est ce que disait Todd. Il disait, je prends le risque de m'abstenir.
et son interlocuteur parlait de sa part d'enfance. Donc ça s'appelle l'irresponsabilité. Dans d'autres cas, je pense à Michel Onfray, c'est plus trouble. J'ai lu dans Le Monde un article d'Alain Beuve-Méry il y a quelques jours qui rapportait des propos d'Onfray. Une espèce de litanie de délation. Cohn-Bendit, pédophile, Bernard-Henri Lévy, belliciste, Valls, traître en chef. Là, il y avait dans cette... Et ça m'attriste parce que c'est quelqu'un que j'ai connu autrefois, dont j'ai édité les premiers livres, Michel Onfray. Mais il y avait dans ce ton de dénonciation, cette espèce de hargne, ce vocabulaire. J'ai presque cru que c'était un faux au début, que c'était un gag. Et là, c'est vrai. Et là, c'est pas seulement l'irresponsabilité. Là, il y a quelque chose dans cette voix-là qui n'est pas sans faire écho à ce qui s'entendait hier dans la voix de Marine Le Pen. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Alors il y a l'abstention qui est aujourd'hui à peu près chiffrée par les instituts, qui ne se sont guère trompés d'ailleurs au premier tour, comme on va le voir, les instituts de sondage, autour de 76%. Alors ce 76% laisserait entendre que finalement il n'y a pas plus d'abstention qu'au premier tour. Ça masque une chose que je tiens quand même à rappeler, c'est qu'il y a des abstentionnistes du premier tour qui votent au second, et au contraire des électeurs du premier tour qui risquent de s'abstenir. Mais je voulais revenir pour abonder aussi dans votre sens d'une certaine manière, il y a l'abstention et puis il y a les blancs et nuls. Et ceux-là aussi sont à convaincre, puisque dans l'étude Ipsos qui a été publié hier dans Le Monde, un chiffre tout à fait intéressant, c'est sur ceux qui envisagent de voter blanc et nul, c'est assez important, hein, on s'aperçoit que c'est près de 25% chez Jean-Luc Mélenchon, c'est presque le même niveau chez François Fillon, 50% disent « je peux encore changer d'avis ». C'est-à-dire, je peux effectivement aller vers un vote. Comment on peut faire, effectivement, au-delà du débat, pour convaincre ces personnes de participer, de ne pas mettre un bulletin blanc et nul, parce que ça va être très surveillé le soir du second tour. Combien de bulletins blancs et nuls, pour une fois, ça aura effectivement du sens dans une élection. Comment les convaincre, eux, de passer à l'acte et de passer à l'acte contre Marine Le Pen? Écoutez, je crois qu'il faut leur dire inlassablement, et j'espère qu'ils l'entendent, que voter blanc ou nul, c'est voter Le Pen. C'est voter Le Pen, et que c'est pas un vote de protestation. Le vote blanc cette fois-ci, c'est pas un vote de protestation, c'est un vote Le Pen. La seule manière de faire un vote de protestation, c'est après la présidentielle, le lundi matin, de revoter pour Mélenchon, pour les mélenchonistes, de revoter pour qui on veut, d'entrer dans l'opposition si on y tient. C'est la seule manière de nourrir les cortèges syndicaux qui seront dont les mises en garde seront les plus fortes contre la politique de Macron. Peu importe, mais un vote blanc dimanche, dans la journée de dimanche, c'est un vote pro-Le Pen. C'est un vote qui tente à faire que, encore une fois, dans le paysage de la France des prochaines semaines, dans le paysage qui va nous mener aux législatives, le Front National restera une force dominante. Et c'est ça qu'il faut empêcher. Comment? Je sais qu'il y a des gens sincères qui croient cela et qui mettent sur le même plan le banquier Macron et la fasciste Le Pen. Qu'ils réfléchissent. C'est pas possible. On ne peut pas raisonner ainsi, ou chaque fois qu'on a raisonné ainsi dans l'histoire de cette vieille époque qui s'appelait le XXe siècle, on est allé à la catastrophe. Et c'est ça qu'on dira. Alors la Maison de la Chimie demain, 17h minuit, c'est à celle-là et à ceux-là que nous nous adresserons tous, aux abstentionnistes et à ceux qui sont tentés de voter blanc et nul. Et l'idée de la plupart de ceux, les psychanalystes lacaniens, les gens de l'école de la cause freudienne, et puis les écrivains de la règle du jeu, leur grand argument, ce sera celui-là. Ce sera ce meeting de la Maison de la Chimie, qui sera podcasté et qui sera diffusé dans les principales villes de France, en live, au même moment. Ce sera une adjuration à ceux qui sont tentés de voter blanc ou à ceux qui sont tentés de s'abstenir. Une adjuration. Vous ne pensez pas qu'une des erreurs, d'une certaine manière, d'Emmanuel Macron après le premier tour est d'avoir prononcé le mot adhésion, c'est-à-dire en gros de demander à ce qu'on adhère à son projet plutôt qu'on rejette l'autre, où finalement ça conduit un certain nombre d'électeurs Fillon ou d'électeurs Mélenchon à dire puisque je ne veux pas adhérer, donc je ne vote pas pour lui. Est-ce que c'était pas une erreur d'une certaine manière? Je n'ai pas entendu. Oui, je n'ai pas entendu ça. Il n'est plus sur cette ligne-là. Il a
changé le contraire. depuis. Il a changé j'ai depuis. entendu le contraire. Oui. Il a dit à l'inverse qu'il savait qu'un Maintenant, grand nombre, il l'a dit, qu'un grand nombre de ceux qui allaient voter pour lui s'opposeraient dès le lendemain à son programme, et il a ajouté, et je les respecte. On peut pas dire mieux. C'est en gros ce que disait Chirac en 2002. Voilà. Donc, et puis les électeurs sont assez grands pour savoir tout de même que là, dimanche, c'est un bulletin de vote pour barrer le fascisme, pour barrer les éructations dont on a eu le spectacle hier, et puis que lundi matin, il y a une nouvelle partie qui commence, les législatives, le 3e tour, le 4e ou le 5e tour syndical, et ainsi de suite. Ce qu'il faut maintenant, c'est remettre en marche la machine de la démocratie française, c'est remettre en marche les dispositifs de l'espace républicain que la poussée du Front National a failli gripper. Et là, croyez-moi, ceux qui sont tentés de voter blanc ou qui sont tentés de s'abstenir, eh bien, il leur serait resté les larmes pour pleurer, parce que plus le droit d'opiner, plus le droit de manifester, plus le droit de peut-être de se syndiquer un jour, et puis appauvrissement général. Hier, on a eu le spectacle incroyable de cette femme qui ne savait plus ce qu'elle disait à propos de la sortie de l'euro, qui disait n'importe quoi, qui pataugeait, qui était noyée dans ses fiches. La vérité étant que tous ceux d'entre nous qui ont de l'argent sur un compte en banque, les épargnants, les retraités, à la minute même où elle met en branle son programme, ils perdent 25, 30, 35% de tout ce qu'ils possèdent. Voilà. Donc, c'est ça le danger qu'il fallait arrêter. C'est ça la force qu'il faut maintenant réduire le plus qu'on peut. Puis après, bien sûr, que les insoumis s'insoumettent, que les opposants s'opposent. Ça, c'est le fonctionnement de la démocratie. Mais on a eu le sentiment quand même, pendant 2 jours environ, qu'Emmanuel Macron avait pas tout à fait pris la mesure de la gravité de la situation, en particulier la soirée où il était très joyeux, ce qui contrastait finalement avec le fait qu'il y avait une candidate d'extrême droite au second tour, et qui s'explique peut-être, mais là j'attends vos lumières sur le sujet, par son jeune âge. Il a 39 ans, il a toujours connu le Front National. Depuis qu'il a le droit de vote, il a toujours connu le Front National, ce qui est la différence par rapport à vous ou moi, qui l'avons vu émerger. Et je pense que là, on avait presque un réflexe de génération, c'est-à-dire de quelqu'un qui, ayant toujours vécu avec, finalement fait avec. Là où pour des générations plus antérieures, comme la mienne, et peut-être aussi un peu la vôtre, hélas, on n'a pas fait avec. Oui, il y a ça peut-être, mais il y a quelque chose d'autre. Emmanuel Macron était à l'unisson de la France entière, des journalistes dans leur intégralité, parce que franchement, moi je me souviens de 2002, il y avait des millions de personnes dans la rue. Ouais. Il y avait dans toutes les chaînes de télévision, au micro de toutes les radios, tous ceux qui les opinion leaders, comme on dit, qui pensaient que cet événement était un séisme. Le Pen au 2e tour, l'arrivée de Le Pen, l'élimination de Jospin, Le Pen au 2e tour, c'était un séisme en 2002 pour tout le monde. Aujourd'hui, en 2017, c'est pas un séisme. C'était une évidence, j'ai entendu personne. C'est vrai qu'on n'a pas senti tout de suite chez Macron le sentiment du tragique face à cette situation. Mais enfin, chez nous non plus. Chez les jeunes d'aujourd'hui, franchement, moi je me rappelle 2002, la jeunesse, elle était dans la rue pour dire on n'a pas une sympathie folle pour Chirac, mais tout sauf le fascisme. Aujourd'hui, j'ai entendu des jeunes, des lycéens, qui brandissaient des pancartes débiles. Ni Macron, ni Le Pen, ni le banquier, ni... c'est débile, c'est une régression démocratique générale par rapport à 2002. Donc c'est ça le climat. Ce que vous avez entendu là du candidat Macron, et j'espère bientôt du président Macron, c'était juste un écho à cette résignation générale de la société française. On a une responsabilité de fait. Oui, tous, et moi compris. Moi, cet événement de la Maison de la Chimie de demain, je sais pas, j'aurais dû peut-être l'organiser il y a 15 jours, mais d'ailleurs on a essayé avec Jacques-Alain Miller et les Lacaniens, on a organisé un événement à la Mutualité, mais je sentais bien que ça n'avait pas l'écho, ça n'était pas porté par un mouvement du même type que celui de 2002. En 2002, la jeunesse française, elle sentait bien que son modèle de société était en danger, que la patrie spirituelle des jeunes Français et la patrie tout court, elle était en danger en 2002. Aujourd'hui,
il y avait une espèce de molle résignation jusqu'à ce que Madame Le Pen, hier soir, dans ce bon débat, ait révélé son vrai visage jusqu'à ce que le masque se soit liquéfié. Est-ce que demain, chacun peut venir à la maison de la chimie? Est-ce qu'on peut venir? Est-ce que c'est une entrée libre? Mais il faut venir, c'est entrée libre et il faut venir le plus nombreux possible. Ça commence à 17h, ça finit à minuit. Il y aura toutes ces prises de parole, il y a des écrivains, des psychanalystes, des hauts responsables politiques et les gens peuvent et doivent venir aussi nombreux que possible pour se recharger si besoin, surtout ceux qui sont tentés ceux qui sont tentés de dire finalement Macron, Le Pen, même combat, ceux qui sont tentés de dire je veux pas le fascisme mais le libéralisme c'est un autre fascisme, ceux qui sont tentés de tenir ce discours-là, qui viennent demain. Qui viennent écouter Yann Moix, qui viennent écouter Régis Geoffrey, qui viennent écouter Jacques-Alain Miller, qui viennent écouter ma fille Justine Lévy, qui a donné sa contribution au monde d'hier et qui parle exactement de cela, de cette espèce d'abaissement de l'esprit qu'il y a dans la tentation de dire tout ça c'est du pareil même. Elle le dit magnifiquement, ma petite Justine. Et qui viennent écouter Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-Pierre Raffarin et les autres. Oui, il faut venir et l'entrée est libre. Il y aura du monde simplement, donc il faut venir tôt. Mais l'entrée est libre. Alors, ce qui est tout à fait étonnant et ce qui n'a peut-être pas toujours été compris dans ce type de rassemblement, c'est que ce que disent les gens, c'est que tout au long de l'année, ça se dispute, ça dit je suis pas d'accord avec toi, et puis d'un coup, tout le monde est à l'unisson, tout le monde est autour de Macron. Là aussi, il y a eu une sorte d'incompréhension autour, dit-on, de cette République, de cet homme qui est un républicain, dire que finalement, de la gauche, parce que Madame Taubira y est allée extrêmement fort, notamment par le biais d'une vidéo où elle dit ça suffit, quoi, on arrête, soit il nous a entendus, et s'il nous a entendus, on va le faire grandir, et s'il nous a pas entendus, on lui rappellera chaque jour qu'on est là. Donc, il y en a qui sont vraiment pas dans la même ligne qu'Emmanuel Macron et qui le poussent et qui poussent. Et puis il y en a à droite comme Monsieur Estrosi qu'on peut pas qualifier de dangereux gauchiste qui sera là. Le fait qu'ils soient tous rassemblés, qu'ils parlent d'une même voix, est-ce qu'il peut pas y avoir une confusion? Mais d'abord ils vont pas parler d'une même voix. Je pense qu'ils ont leur voix respective et vous verrez que Estrosi et Valls ne parleront pas de la même voix. Bien sûr que non. Mais en revanche, on va pas découvrir la Lune. Une élection présidentielle à 2 tours, ça marche comme ça. Au 2e tour, faut choisir entre 2. C'est comme ça. Si c'était une élection à 1 tour, comme il y a dans d'autres pays, ce serait une autre logique. C'est comme ça depuis le début de la Ve République. Il y a 2 tours. Au 2e tour, la mort dans l'âme, parce qu'on est triste de s'être battu pour un candidat qui a perdu, parce qu'on l'a mauvaise, parce qu'on n'est pas content d'avoir à voter pour quelqu'un qu'on a critiqué pendant des mois et des mois, on vote pour lui. C'est le principe même de la République, c'est le principe même de la démocratie. Ce vote à contre-cœur, c'est ce qu'on appelle un vote de 2e tour. C'est ainsi, on le découvre aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est Madame Le Pen qui est en face, parce qu'on a des indulgences pour elle, parce qu'on tient vraiment à renvoyer le banquier de chez Rothschild dos à dos avec la poissarde le péniste. Je trouve ça très curieux. Je n'ai jamais entendu, jamais. Ça fait moi je vois des élections présidentielles depuis 1965, des élections à 2 tours. J'avais 25 ans. Je n'ai jamais entendu comme aujourd'hui ces états d'âme. Ce raisonnement qui consiste à dire, mais comment est-ce que je vais voter pour quelqu'un? J'entendais Madame Morano l'autre jour. Je suis tombé de l'armoire, dit-elle. Ben oui, je suis tombé de l'armoire quand j'ai découvert que... ça pouvait être vrai. Quand j'ai découvert qu'il fallait que je vote pour quelqu'un que j'ai combattu. Ben oui, ma chère Madame Morano, c'est ça la démocratie depuis 1965. Comme ça que ça s'est passé. Ou alors, on fait comme les communistes en 69, ou alors on fait comme les communistes qui ont voté nazi dans les années 30. 2 réactions que j'ai trouvées intéressantes au cours de la semaine passée, c'est celle de François Ruffin, qui était sur le terrain lorsque Emmanuel Macron s'est rendu
dans le Nord face à Marine Le Pen s'était fait prendre en photo et qui, après cela, François Ruffin très opposé à Emmanuel Macron, assez France insoumise, etc., où on aurait pu vraiment de sa part s'attendre à un appel, abstention, vote blanc, etc., qui a dit je reconnais le courage, je l'ai vu, il a discuté et je voterai Macron. Je pense que ça, effectivement, peut faire l'effet. Et puis, de Yanis Varoufakis, le ministre grec, qui vient dire en fin de campagne, mais c'est le seul ministre qui a essayé de sauver la Grèce quand elle a sombré. Vous pensez que ce type de réaction vis-à-vis de l'électorat de Mélenchon peut avoir un effet ? Je l'espère. J'espère que l'électorat de Mélenchon va enfin comprendre, et c'est triste parce que l'homme ne manque pas de qualité, mais qu'ils ont un chef qui est obsédé par lui et pas par la France, qui est obsédé par qui pense qu'à sa gueule, qui est habité par une espèce d'image de soi blessée parce qu'il aspirait au deuxième tour, mais pas une image de la France. Il y a ceux qui ont une idée de la France et il y a ceux qui ont une image d'eux-mêmes. Voilà. Mélenchon, malheureusement, la preuve est faite qu'il n'a pas d'idée de la France, il a une image de soi. Et je crois que des gens comme François Ruffin ou Yanis Varoufakis le rappel aux électeurs, oui, bien sûr. Bernard-Henri Lévy, il n'y a plus de parti socialiste aujourd'hui. Enfin, c'est un parti socialiste, on va dire, qui connaît quelques faiblesses. La droite aussi a été quand même extrêmement secouée. Les primaires ont eu un effet assez dévastateur sur les deux grands pôles républicains qui sont les nôtres. Est-ce que vous pensez que grâce à ce bon débat, puisque c'est ainsi que vous l'avez qualifié, est-ce que vous pensez que grâce à ce bon débat, finalement quelque chose de possible va naître et que petit à petit, ces deux partis vont pouvoir tranquillement se reconstruire avec un grand centre qui est occupé par Emmanuel Macron? On verra, je n'en sais rien. Moi, vous savez, j'ai écrit un livre il y a exactement 10 ans qui s'appelait « Ce grand cadavre à la renverse » à propos de la gauche telle qu'elle s'incarne dans le Parti socialiste. Donc je crois que le Parti socialiste, depuis déjà des années, il est moribond. Je crois, comme le disait Valls il y a quelques mois, et il a eu bien tort d'ailleurs de l'oublier pendant sa campagne, qu'il y a deux gauches irréconciliables et que ça n'a pas de sens de faire défiler, de rassembler sous le même pavillon des gens qui croient à la liberté et des gens qui n'y croient pas. Des gens pour qui libéralisme est un gros mot et des gens pour qui libéralisme c'est un mot qui est habité par le souvenir de Gavroche, de Delacroix et des grands libéraux, des grands amis de la liberté et Lamartine. Bien. Ces deux gauches-là sont irréconciliables. Donc le Parti socialiste, dans la forme de cette espèce d'outre trop pleine, rassemblant ces deux gauches irréconciliables, je crois qu'il est mort. Qu'est-ce qui naîtra après ça ? On verra. À droite, c'est la même chose. Il me semble que ce rassemblement de toutes les droites à l'intérieur du Parti Les Républicains était une fiction, était un leurre, était un artifice, une construction de l'esprit. Ça va peut-être apparaître aussi. En gros, et ça c'est le pari d'Emmanuel Macron, il avait apparemment raison, on est en route vers une recomposition majeure du jeu politique français. Et ça, je crois que c'est souhaitable. Les partis, vous savez, c'est des êtres transitoires. Faut pas avoir le fétichisme du parti. Ils sont là, les partis, pour servir les citoyens, pour nourrir le débat avec des idées neuves, pas pour sauver la boutique. Hein. C'est les socialistes allemands d'il y a un siècle parlaient de la maladie de la pierre. La maladie de la pierre, c'était le parti qui était plus soucieux de ses biens immobiliers que des idées qu'ils pouvaient injecter dans le débat. Les partis d'aujourd'hui ont la maladie de la pierre, oui, qui disparaissent et qui se reforment, qui se recomposent autrement. Vous avez écrit il y a quelques années un très beau livre sur l'Amérique. Vous aviez vu à l'époque, vous avez pas mal circulé dans ce pays, cette espèce de montée de populisme qui est pas toujours très éloignée d'ailleurs de Marine Le Pen, qui a amené Trump au pouvoir. Comment vous expliquez ça ? Oui, alors à la fois je fais partie de ceux comme vous tous qui n'avaient pas imaginé que l'Amérique tomberait si bas et qu'elle puisse élire un clown pareil, mais en revanche, cette montée du populisme, cette haine contre les élites, de nouveau ce côté Main Street contre Wall Street,
Tout ça, je l'avais senti. C'était un des thèmes. C'était un des thèmes d'American Et c'était Vertigo. votre livre remonte à, je ne sais plus, il y a quelques années que vous l'avez écrit sur l'Amérique. Oui, je l'ai écrit. Il a dû paraître il y a 13 ou 14 ans. Oui. Oui. Donc, j'avais fait ce voyage en Amérique profonde. J'avais senti, par exemple, qu'il y avait un nouvel antisémitisme en train de monter des profondeurs de l'Amérique et que nous n'en avions pas, hélas, le privilège, nous les Européens ou les Français. Tout ça, je l'avais en effet capté dans ce grand reportage, mais qui s'appelait American Vertigo. Mais j'imaginais pas, ça, faut être honnête, je n'imaginais pas qu'un battleur pareil et un crétin pareil puisse accéder à la magistrature suprême. Ça, je l'ai pas imaginé. Non, c'est vrai. Bernard-Henri Lévy, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, on rappelle, demain, de 17h à minuit, à la Maison de la Chimie, nous serons tous là, nous serons tous présents. L'abstention était le 3e candidat de cette élection présidentielle. Je dis été, puisque depuis hier, peut-être que cette abstention, et grâce notamment à des manifestations et des initiatives comme la vôtre, eh bien, ce 3e candidat va peut-être mourir de sa belle mort. C'est en tout cas ce qu'on souhaite. Avant de vous quitter, parce que j'avais envie de le faire à l'antenne, puisque je l'ai fait hors antenne en vous voyant. Je voulais vous féliciter une fois de plus et je le fais de tout mon cœur parce que c'est un film plein d'émotions, de vérité, de courage. Je voulais vous féliciter pour Mossoul. J'ai eu le plaisir et le privilège de pouvoir le voir. Nos amis qui nous écoutent aussi probablement sur Arte. Un film assez unique, courageux, avec beaucoup de tendresse et qui carne, c'est-à-dire qui rend cette guerre, entre guillemets, humaine, alors que la guerre est tout sauf humaine, et voir ces Kurdes se battre, ces femmes, ces hommes, ce courage, cette volonté, cette jeunesse, il y a quelque chose comme ça d'à la fois terriblement triste et terriblement optimiste et qui peut justement nous faire dire que dans un pays comme la France où nous avons la liberté, où nous avons la paix, nous nous endormons sur une Europe à laquelle nous ne croyons de moins en moins et nous avons tort. Et finalement, voter, c'est aussi se battre pour eux, c'est-à-dire leur dire voilà, cette liberté, elle est possible et quand on l'a, on l'oublie pas. Merci beaucoup, Paul-Henriette Lévy. Merci infiniment ce que vous dites. Ça m'émeut beaucoup. Il est 12h34. Nous marquons une page de publicité, puis c'est la suite de cette édition. RCJ.